Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Overtime NHL. On est rendu à l'heure des demi-finales dans la Ligue nationale de hockey. Plus que 4 équipes sont toujours en lice pour l'obtention de la Coupe Stanley. On va en parler en long et en large avec notre invité de la journée. Mais avant de l'accueillir, je vous rappelle qu'on est disponible évidemment sur toutes nos plateformes, que ce soit Facebook, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou YouTube. Abonnez-vous à nos chaînes pour ne rien manquer. On va faire des lives jusqu'à la fin de la saison de NHL. Et sans plus tarder, on va accueillir notre invité de la journée en direct du Canada. C'est Stéphane Rochette. Salut Steph. Salut Joe. Bonjour à tout le monde. Steph, bon, on va mettre un peu en contexte. On préenregistre l'émission en ce mardi 16 mai. L'émission va paraître donc dans les prochains jours. Et tu es du côté là, de Moncton en direction d'Halifax pour la finale de la Ligue junior majeure du Québec. Ouais, effectivement, j'ai conduit depuis Québec jusqu'à Moncton hier. C'est 7h, 7h30 de route dans la forêt. Pas grand-chose à voir. Belle autoroute par contre, mais on est au milieu de rien du tout. Et là, j'ai fait une pause. J'ai dormi à Moncton cette nuit, donc la nuit dernière. Et il me reste environ 2h30 de route, peut-être 3 heures jusqu'à Halifax. Donc, ça fait en tout 10 heures de route, 1000 km exactement depuis Québec. Pour aller suivre évidemment les matchs 3 et 4 de la finale entre les Remparts et les Mooseheads d'Halifax. Je me réjouis de voir ça. C'est 1-1 dans la série. On a du très, très, très bon hockey, honnêtement. Au Québec, c'est l'engouement total. Évidemment, les Canadiens de Montréal sont éliminés. Les gens suivent un peu la NHL de loin, mais l'engouement est total là, pour cette finale. Les billets, les Remparts ont joué devant une salle comble. Les 2 premiers matchs, guichet fermé, 18 300 spectateurs. C'est incroyable. Les billets pour le match numéro 5 se sont envolés en 20 minutes. Est-ce que je suis toujours là? Oui, tu es toujours là, on t'entend très bien, Steph. Oui, excuse-moi, OK. Les billets se sont envolés en à peu près 20 minutes. 18 300 billets se sont vendus. Donc là, c'est les billets à la revente. Ça monte à 200, 300 $, 400 $ les billets à la revente. C'est incroyable. Tous les matchs sont présentés au Réseau des sports à RDS en direct. La même chose à Halifax. Halifax, c'est une plus petite patinoire. On va mettre 13 000 spectateurs. Tous les billets vendus, évidemment. Donc, on a du bon hockey. On a beaucoup, beaucoup d'engouement. On va dire qu'ici, c'est comme en Suisse, il ne fait pas très beau. Et les gens sont encore vraiment dans le hockey. On n'est pas passé encore en mode estival, on va dire comme ça. Et même si dehors, devant la patinoire des Remparts, du Centre Vidéotron à Québec, on organise ce qu'on appelle un tailgate. Ça veut dire qu'il y a des food trucks. Il y a des gens qui peuvent regarder le match à l'extérieur. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des billets peuvent regarder le match à l'extérieur sur un écran géant. C'est un écran géant permanent à l'extérieur du Vidéotron, qui est un centre très, très moderne. Et puis, les gens peuvent prendre un verre à manger à l'extérieur et profiter aussi de regarder ce match-là en groupe. Donc, l'engouement est total. C'est intéressant. C'est surprenant même. Évidemment, on sait que le hockey au Canada, au Québec, même le hockey junior, il y a beaucoup d'engouement, mais là, c'est vraiment, vraiment particulier. Même l'organisation des Remparts, à qui j'ai parlé, les membres de l'organisation des Remparts se disent « Wow, oui, on sait que les Remparts, c'est porteur à Québec. On joue régulièrement devant 10 000 personnes au championnat, mais là, franchement, ils sont au taquet. Tout le monde est au taquet avec cette finale-là. Les gens, on en parlait, il y a des talk shows à la radio qui parlaient de ça hier. Ils disaient qu'ils n'avaient pas revécu de telles émotions depuis le départ nordique en 1995. Donc, c'est vous dire à quel point cette série-là déchaîne les passions à Québec. C'est super pour les jeunes, c'est super pour le hockey, c'est super parce qu'on sait que la Ligue junior majeure du Québec avait été pas mal mise à mal, en tout cas dans les médias, pour différentes histoires plus tôt dans la saison. Et là, je pense que ça va faire du bien à tout le monde, cet engouement pour la finale de la Ligue junior majeure du Québec. Oui, même parce que tu parles des Nordiques de Québec, même l'entraîneur-chef des Remparts, Patrick Roy, qui a été au cœur pendant sa carrière de la rivalité canadien-nordique, disait que c'était plus rempli, qu'il y avait plus d'ambiance que même à l'époque de la rivalité canadien-nordique. Évidemment, c'était une autre patinoire, une plus petite patinoire, le Colisée Pepsi. Maintenant, au Centre Vidéotron, il y a plus de place, évidemment, mais l'engouement est tel. Il faut rappeler que c'est du U20. Et pour la Suisse, il y a quand même une touche assez particulière parce qu'évidemment, il y a Théo, ton fils, qui joue avec les Remparts de Québec. Il y a également Attilio Biasca qui joue avec les Mooseheads d'Halifax. Donc, il y aura un champion suisse de la LHJMQ
JMQ. Donc, il y a quand même une petite particularité pour les rares qui ont accès en Suisse au réseau des sports et à ces matchs. Allez regarder ces matchs, que ce soit en replay, parce qu'évidemment, c'est en plein milieu de la nuit ici en Suisse. Mais il y a vraiment du hockey de très, très haut niveau dans la Ligue junior majeure du Québec. D'ailleurs, Steph, c'est les 4 meilleures équipes qui étaient en demi-finale, les 4 meilleures équipes de la saison régulière. Ouais. Et ce sont les 2 meilleures équipes de la saison régulière qui se retrouvent en finale. Et pour l'instant, à l'heure où on se parle, là, en ce mardi 16 mai, la série qui est égale 1-1. Exactement. Et c'est ce qui tu parlais des deux joueurs suisses, évidemment. C'est rigolo parce que les 2 joueurs suisses, Biasca et Théo, mon fils, sont les 2 capitaines de leur équipe respective. Donc, c'est intéressant. 2 capitaines et ils portent tous les 2 le numéro 9. Ah, donc, voilà. une histoire assez sympathique. En tout cas, on suit ça, évidemment. Moi, je suis ça, évidemment, comme papa, hein, comme spectateur externe. C'est vraiment intéressant. Et quelqu'un me posait la question hier, évidemment, je parle régulièrement avec des gens en Suisse. Ils ont dit, est-ce que tu crois que ton fils va une fois revivre ça dans sa carrière en Suisse, s'il revient en Suisse et qu'il a une carrière en Suisse? Je sais pas. Je pense que la pression est au maximum, au taquet. Je veux dire, à Québec, là, c'est l'engouement total. 18 000 personnes, les matchs à la télévision, les médias tous les jours. Il y a une dizaine de médias, de journalistes présents tous les jours autour de l'équipe. On fait des reportages quotidiens, les caméras de télévision, etc. Les joueurs sont suivis à l'hôtel, partout, sur les réseaux sociaux. Quelqu'un me disait, est-ce que tu crois que c'est plus gros qu'en Suisse? Honnêtement, je pense que oui. C'est plus gros qu'une finale du championnat suisse, ce que les jeunes sont en train de vivre actuellement. Ouais, on vient de vivre d'ailleurs une finale hyper médiatisée en Suisse romande, mais reste que c'est pas au niveau qu'en ce moment on peut avoir la finale de la Ligue junior majeure du Québec. Donc ce sera très intéressant à suivre cette finale. On va la suivre de loin. Toi, évidemment, tu vas la suivre de plus près, mais on souhaite la meilleure des chances donc à ton fils. Et on sait... Ça va jouer... Les vieux dictons, ça va se jouer sur des détails, Joe. Ça va se jouer sur des détails, des blessures et des trucs comme ça, parce que les 2 équipes sont très, très proches. De toute façon, ça va prendre un perdant. Et le perdant, ça va forcément déçu, mais les 2 équipes se valent à peu de choses près. Et c'est l'équipe qui aura les étoiles les mieux alignées, je pense qu'il va l'emporter. Et comme le veut de la tradition, ce sera un joueur suisse qui va soulever le trophée, ouais. Gilles Courteau en premier, comme puis après, tu l'as dit. Ça ne sera pas fini, évidemment. Il faut expliquer aux gens qu'une fois que le champion, une fois qu'on aura un champion dans la Ligue junior majeure du Québec, cette équipe-là va s'envoler vers Kamloops, en Colombie-Britannique, à peu près 3-4 heures de Vancouver, là, dans les Rocheuses. Pour affronter le champion de la Ligue junior de Rio, le champion de la Ligue junior de l'Ouest et l'équipe hôtesse qui sont les Blazers de Kamloops. Donc, 4 équipes qui vont s'affronter pour le titre canadien. C'est un tournoi à la ronde pour déterminer le champion de la Coupe Mémorial, l'équipe qui sera championne canadienne du hockey junior cette année. L'un des trophées, je crois, à la Coupe Memorial, Stéphane, si je ne me trompe pas, un des trophées les plus durs à gagner parce que tu dois être champion de ta ligue et ensuite tu dois gagner le tournoi à la ronde de la Coupe Memorial. Donc ça fait un champion sur énormément d'équipes, là, les ligues qui ont 18-20 équipes. 54 équipes, donc on voit à quel point c'est un trophée qui est difficile à remporter. Et là, juste pour être transparent, Stéphane, ta connexion n'est pas 100% nickel. Tu es à l'hôtel en ce moment, mais on t'entend très bien. Donc, c'est normal si l'image lag, là, pour ceux qui nous regardent et qui ne nous écoutent pas sur les plateformes de podcast. L'image bug un peu, mais le son est très bon. Donc, on va poursuivre ainsi. Ce n'est pas votre moniteur qui fait défaut. C'est bien la connexion Internet qui est un petit peu déficiente. Mais tout de même, Steph, on va revenir à la NHL. C'est pourquoi on se rencontre aujourd'hui pour parler de la NHL. Et on va commencer en parlant de la conférence de l'Est et de la finale de l'Est opposant les Hurricanes de la Caroline aux Panthers de la Floride. Steph, c'est une finale de l'Est
avec peut-être l'équipe qui a causé le plus de surprises dans ces playoffs jusqu'ici, les Panthers de la Floride. Mais avant de parler de leur quart de finale contre les Maple Leafs de Toronto, on va se concentrer surtout sur le duel opposant les Hurricanes de Caroline aux Devils du New Jersey. Évidemment, parce qu'il y avait 4 Suisses du côté du New Jersey. Et si les Devils ont réussi à pas vraiment causer une surprise, mais à battre une équipe puissante comme les Rangers de New York, ça a été tout autre contre les Hurricanes de la Caroline. Akira Schmid a été à court de miracles, mais semble-t-il, il était blessé. Il y a beaucoup de joueurs là, qui étaient un peu à côté de leur patin. J'ai l'impression qu'on n'a pas vu les Devils du New Jersey de la saison régulière ou de la première ronde dans ce quart de finale contre les Hurricanes de la Caroline. Et à contrepartie, j'ai l'impression qu'on a vu des Hurricanes beaucoup plus convaincants que lors de la série contre les Islanders de New York. J'avais l'impression de voir un peu les Hurricanes de Caroline à l'image de leur entraîneur Rod Brind'Amour. Une équipe qui travaille beaucoup, qui saute sur chaque rondelle. Mais ça a été, je ne sais pas si tu as le même sentiment que moi, ça a été une série un peu bizarre. Des hauts scores à chaque match. Tout ça pour finir sur une pénalité de Seguin Talent pour avoir retardé le match qui élimine finalement les Devils. Je veux ton sentiment un peu sur cette série et sur la saison des Devils du New Jersey. Les Devils du New Jersey, Martin Brodeur, qui est dans la direction de l'équipe maintenant, l'ancien gardien, tout le monde a été surpris de la saison des Devils. On sait que c'est une équipe très, très jeune. Jack Hughes, Dawson Mercer, Nico Hischier qui commence à arriver dans la fleur de l'âge quand même. Mais cette équipe-là est construite, est une équipe en devenir. Et il disait lui-même qu'ils sont en avance sur leur plan de développement. Ils sont une année ou deux en avance sur ce qu'ils avaient prévu. Donc, c'est un peu une surprise la saison qu'ils ont connue et les playoffs qu'ils ont connus. Et je pense qu'ils ont crevé au poteau, en guillemets, face à une équipe un peu plus mature, un peu plus rodée. Et on a vu quelques erreurs de jeunesse là, dans cette équipe-là. Mais le parcours de New Jersey est quand même bon. Perdre en 5 matchs, évidemment, c'est frustrant, mais se rendre déjà à ce stade-là de la saison, passer le premier tour, ils ont perdu quand même assez rapidement, mais avec les honneurs quand même. Donc, personne ne s'attendait à ce qu'ils soient là. C'est vrai que les scores ont été surprenants. Ils ont été capables du meilleur comme du pire. On peut dire la même chose de l'autre équipe aussi. Mais c'est une équipe qui est très intéressante, qui a beaucoup de talent, qui est belle à voir jouer parce que, justement, elle a du panache à l'attaque. On a Akira Schmid qui a surpris, qui a été flamboyant sur certains matchs. Donc, ça a été une série agréable à suivre, mais qui, ultimement, c'est pas une surprise, je pense, qu'elle a gagné. C'est plutôt la surprise, c'est que New Jersey se soit rendu là et ait donné du fil à retordre à cette équipe-là. Et moi, je pense que cette équipe de New Jersey, il faudra compter avec cette équipe pendant plusieurs années à venir. On a vu Luke Hughes, de faire de Jack Hughes, le Luke Hughes en défense qui a été aligné aussi. Donc, on n'a pas eu peur du côté de Lindelof, l'entraîneur, d'envoyer les jeunes loups dans la mêlée pour leur donner du millage, pour leur donner de l'expérience pour les années à venir. Et je pense que cette équipe-là va être excitante à voir jouer. Au niveau des joueurs suisses, Akira Schmid, c'est une super surprise. Je pense qu'il a une super carrière. Il a convaincu à peu près tout le monde de son potentiel. Nico Hischier a été correct dans cette série-là. Je dirais sans plus. Peut-être qu'on a pu s'attendre à une meilleure production offensive de la part de Nico Hischier. Timo Meier a été ralenti par ce check. On pourra en parler tout à l'heure, ce check de Trouba qui était horrible selon moi. Bon, on y reviendra. Mais il a été ralenti un peu, je pense, par ce check-là. Raté un match. M'a produit comme il aurait dû. Il a généré de l'attaque, Timo Meier, mais il a produit comme il aurait dû produire. En tout cas, on l'avait vu pour marquer des buts, il ne l'a pas fait. Mais dans l'ensemble, Jack Hughes a été virevoltant, mais on voit ses petites lacunes défensives. Donc, il y a encore des ajustements. C'est une équipe qu'on doit polir pour les prochaines années et qui va être très, très dangereuse. Je ne sais pas si tu as le même sentiment que moi, mais cette équipe-là avait besoin d'expérience de play-off parce que, surtout contre les Hurricanes de Caroline, on affrontait du côté des Devils une équipe qui était complètement à un autre stade de son développement. Une équipe qui est prête à gagner celle des Hurricanes de Caroline. Du côté des Devils, on est au début d'un cycle qu'on peut dire prometteur. Et le fait qu'on ait réussi à remporter une série, le fait qu'on ait réussi à remporter le 7e match et pas seulement rentrer en play-off et se faire éliminer par les Rangers, je pense que c'est tout bénef pour le développement de cette équipe-là. On va gagner de ces play-offs-là et
oui, on apprend en gagnant, on apprend aussi en perdant. Et je pense que la défaite contre les Hurricanes va aussi servir d'apprentissage pour cette équipe-là. Donc, je trouve qu'il y a quand même un beau mélange d'apprentissage, de réussir à gagner, de réussir à jouer un 7e match aussi. Ça aussi, c'est de l'expérience, c'est beaucoup de pression. Et ensuite, ben, malheureusement, s'incliner, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a quand même dans tout ça beaucoup d'expérience qui va être profitable pour les prochaines années. Clairement, clairement. Comme j'ai dit, c'est une équipe qui est jeune, qui est en devenir. On n'hésite pas. On a investi dans ces playoffs pour l'avenir. On a passé le monde contre les Rangers, le rival, hein, la patinoire des New Jersey puis les Rangers, qui a quoi, une dizaine de kilomètres de différence. Donc, ça a été vraiment la rivalité new-yorkaise, là. Ça a été intéressant. Donc, les jeunes ont vécu ça. Il y a eu beaucoup de pression. Les jeunes joueurs de New Jersey ont vécu ça. Il y a quand même beaucoup de pression autour de cette série-là. On sait l'engouement médiatique à New York, la pression et tout ça. Donc, c'est tout du bagage pour l'avenir, pour cette équipe-là. On dit qu'on apprend à gagner, mais on apprend aussi à perdre. Donc, on a appris à perdre. Et puis, l'année prochaine, je pense qu'on sera prêt. Cette équipe-là probablement va faire les playoffs pour plusieurs années à venir. On a construit, on a eu de la chance, on a des premiers choix pêcheurs comme ici, comme Jack Hughes, il y a Dawson Mercer qui a joué dans la Ligue junior majeure du Québec, là, qui fait un excellent travail. Tu as des Bratt, il y a des joueurs qui ont vraiment été, qui sont vraiment des joueurs à haut potentiel et cette équipe-là est bien construite aussi. On a de l'expérience. Et moi, je pense que c'est prometteur. On va entendre parler de cette équipe-là pour plusieurs années. Oui, parce que si on prend les reconstructions de certaines équipes, souvent, on a la chance de repêcher beaucoup d'attaquants, parfois beaucoup de défenseurs, si on prend par exemple les Sabres de Buffalo. Mais c'est vrai que les Devils du New Jersey ont repêché haut de talentueux défenseurs et de talentueux attaquants. Il y a vraiment un beau mélange, c'est bien bâti cette équipe. Akira Schmid, évidemment, s'est fait connaître dans ses playoffs, en particulier grâce à la première ronde. J'ai hâte de voir si il sera gardien de la NHL la saison prochaine aussi. On voudrait être patient dans son cas, mais certainement, on a vu tout son potentiel. Il y a un énorme potentiel du côté d'Akira Schmid. C'est un gros gardien et tout. Il ne rejoindra pas l'équipe suisse, blessé. Tout comme Timo Meier, blessé également à la suite de la charge de Jacob Trouba. On en a parlé, nous, dans le dernier Overtime NHL avec Danny Gélina. J'expliquais pourquoi la décision de la Ligue nationale de hockey de ne pas punir Jacob Trouba. Et c'est qu'on mettait la responsabilité sur Timo Meier qui est entré avec la tête basse en zone adverse, donc on lui donne la responsabilité. Je veux quand même ton avis sur cette décision de la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'on rate des occasions de protéger les joueurs quand on voit, par exemple, le geste de Pietrangelo sur Draisaitl, le coup de hache directement aux mains qui aurait pu casser des os du poignet ou de la main à Draisaitl. Quand on voit le geste sur Joe Pavelski lors du premier match par Matthew Dumba, un geste à la tête. Est-ce qu'on rate des occasions de protéger enfin les joueurs du côté de la Ligue nationale de hockey? Oui, d'envoyer un signal fort que c'est fini le temps des dinosaures où on dit « Ah, le gars, il avait rien qu'à se lever la tête, etc. » Donc, le coup de hache de Pietrangelo, ça va être 3 matchs, à mon avis. C'est une tentative de blessure claire. Sur Pavelski aussi. Je veux dire, là, les dinosaures vont vous dire c'est un super check de hockey. Bon, Trouba sort du banc. Timo Meier ne l'avait pas forcément vu dans son radar. Il sort du banc. On sait que Trouba, c'est un arracheur de tête, patenté. Hein? C'est le Scott Stevens des temps modernes. Il a mis Scott Stevens, il fait une carrière. Tout le monde applaudissait à l'époque. C'était la vieille mentalité. Maintenant, aujourd'hui, tu as Jacob Trouba qui, à chaque fois qu'un joueur a peut-être un peu la tête basse, qui fait des tentatives d'assassinat, le check techniquement est correct. C'est l'épaule. Techniquement, il n'y a rien de répréhensible, comme Carrère en playoff contre le joueur de Bienne. Mais, sauf que moi, ça me verrait quand on dit que Timo Meier avait la tête basse. Si vous regardez comme il faut, il a les genoux fléchis. Un joueur de hockey n'a jamais les jambes comme ça sur la glace. Il a toujours les genoux fléchis parce que c'est la position naturelle pour patiner. Il n'est pas spécialement bas, il n'a pas spécialement la tête en bas. Il est en position normale de patinage. Et là, le puck est sur sa gauche. Il n'a jamais vu venir Trouba. Et Trouba aurait pu le contrôler ou faire autre chose, mais il a choisi d'y donner un bon coup. Il a dit, tu as la tête basse, je vais tenter de t'assassiner, de t'arracher la tête. Honnêtement, là, sur cette situation-là, Timo Meier reste couché, une vertèbre fracturée en chaise roulante, c'est la même chose. Moi, je veux bien croire que, OK, l'ancienne mentalité, c'est de dire, ben voilà, le check était correct, t'as qu'à te lever la tête. Oui. Mais là, est-ce qu'on est obligé d'aller...
Parce il a été obligé de faire ça. Là, c'est un jeu de hockey essentiel de Trouba. Là. Parce que le contact, le principal point de contact, sans aucun doute, à 100%, c'est la tête. Il aurait pu mettre fin à sa carrière. Il a eu de la chance de s'en tirer, de revenir. Bon, il a quand même été, on verra peut-être les prochaines semaines, mais il a été touché au visage, etc. Mais comment on peut excuser ça dans le hockey moderne? On veut protéger les joueurs. On parle des open ice hits qui sont toujours dangereux. C'en était un. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on applaudisse encore ce genre de truc. Oui, techniquement, c'est parfait. Mais est-ce qu'il n'avait pas une autre solution que de tenter de l'assassiner? Parce que c'est une tentative d'assassinat pour moi. Je suis désolé. Il sait que le gars ne l'a jamais vu. Boum, l'épaule contre la tête. Et je trouve que c'est d'être... c'est les dinosaures du hockey. J'ai discuté avec certains dinosaures qui sont des amis à moi, qui disent ah, c'est super, il ne faut pas enlever ça du match, etc. Qu'est-ce que ça apporte dans le match, honnêtement? Ça a apporté quoi dans un match de hockey, sinon de mettre en danger la santé et la vie d'un joueur? Honnêtement, c'est ça. Et là, moi, je pense qu'ils ont raté une belle occasion de dire non, on ne veut pas de charge contre la tête. Comme ça. Si Maillard était en train de tomber vraiment très, très bas, et il y a un changement de direction au dernier moment, je peux comprendre. Mais il ne change pas de direction au dernier moment. Sa tête est à cette hauteur-là depuis plusieurs mètres. Trouba sait qu'il sort du banc, que Maillard ne l'a pas vu. Il choisit d'y donner un bon coup. Et ça m'agace. Tu vois, ça m'énerve. J'en parle, ça m'énerve encore. Et là, il faut changer cette mentalité-là parce que pour moi, c'est des tentatives d'assassinat. On veut protéger les joueurs, des carrières. Ces joueurs-là, là, ils gagnent des millions, oui, mais ils ont une vie à vivre. Et Trouba, il est régulièrement, plusieurs fois par année, il met en danger la santé d'autres joueurs de la Ligue nationale. Et je pense qu'il faudra changer une fois cette mentalité. Mais dans les playoffs, Joe, on pourra y reparler. Dans les playoffs, on permet encore une fois beaucoup, beaucoup trop. Les arbitres tranchent leur sifflet, ne veulent pas trop intervenir en de temps en temps. Et finalement, on permet des trucs, etc. Ce qui empêche certains bons joueurs de pouvoir développer leur jeu. On va en parler dans la série contre Toronto après, avec les Maple Leafs de Toronto. Mais le fait que l'arbitrage, encore une fois, change, devient beaucoup plus permissif en playoff, ça permet des trucs comme ça. Moi, je trouve que ça brise le spectacle. Et on voit la même chose, malheureusement, dans les rangs juniors, parce que dans la série entre Québec et Halifax, je suis avec beaucoup d'attention. Je peux te dire qu'on laisse passer beaucoup, 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 beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses, de coups de canne, de cross-check, des tentatives des mises en échec alors que les joueurs sont mal placés, des coups vicieux. Mais ça, c'est la mentalité nord-américaine. On est un peu comme ça en Europe, c'est un peu moins pire, mais ici, c'est épouvantable. Les règles changent carrément en play-off. Il y a des gens qui applaudissent ça encore une fois. Moi, je suis d'avis qu'on devrait garder les mêmes règles, mais elles ne sont pas appliquées de la même façon. Il y a des choses très intéressantes dans tout ce que tu viens de dire, Stéphane. Jacob Trouba, c'est sa réputation. Il aime les open ice hits, les coups durs. Et son geste, il est prémédité parce que quand tu patines de reculons et que tu changes la trajectoire pour retourner vers l'avant, frapper un joueur, clairement, tu prends ta décision quelques secondes d'avance. Oui, il faut un bon timing pour faire ce genre de check. Tout est une question de timing, mais c'est prémédité. Donc, ce coup à la tête, il est prémédité. Parce que le bon jeu pour Jacob Trouba, le jeu normal que n'importe quel défenseur aurait fait, c'est de l'accompagner jusqu'au bord de la bande et le frapper à ce moment-là, de séparer le joueur de la rondelle. Pas besoin de l'extrême violence comme on a vu avec Jacob Trouba. Là-dessus, je suis 100% d'accord avec toi. Et sur le fait également de trop ranger le sifflet, moi aussi, je trouve qu'à un moment donné, c'est comme pas assez. Hein. Il y a un juste milieu dans tout ça. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, on veut les arbitres ne veulent tellement pas être un facteur dans les matchs qu'ils deviennent un facteur par leur inaction. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Ouais. Mais c'est ça. Sciemment, ne pas citer une pénalité, c'est donner avantage à l'équipe qui commet une faute puis que tu la laisses passer. C'est une non-décision autant conséquence qu'une décision. Hein? Je peux en parler. Quand tu laisses sciemment passer un truc, tu donnes avantage à celui qui l'a fait. Donc, tu donnes des passes droits à l'équipe qui triche le plus. Puis, un truc que j'entends sur les réseaux de sport ici, dans les talk shows, etc., c'est qu'est-ce qu'on dit en playoff, ça prend du papier sablé. Ça prend des joueurs qui jouent dur. Ça prend de la grit, etc. C'est pas les joueurs de talent qui te font forcément gagner, c'est les joueurs qui travaillent fort, qui donnent des mises en échec, qui jouent physique, etc. Pourquoi ces joueurs-là deviennent aussi importants en playoff? Pourquoi? Puis les joueurs de talent font moins la différence, c'est qu'on n'applique pas les règles. Une des raisons de cette réalité-là, c'est qu'on n'applique pas les règles en saison régulière. En saison régulière, on voit, c'est assez rigoureux. Un slash sur les mains, c'est un slash sur les mains. Une obstruction, c'est une obstruction. Un cross-check, c'est un cross-check.
on applique les règles de façon assez stricte en saison. Et là, le but de ça, c'est que les meilleurs joueurs peuvent s'exprimer, marquer des buts spectaculaires, des Marner, des Matthews, des McDavid, des Draisaitl, etc. Ces joueurs-là peuvent s'exprimer en saison régulière. Quand ils arrivent en play-off, on les voit moins. Puis là, on voit les papiers sablés, les joueurs de deuxième couteau physique, les gros grands bonhommes qui distribuent des coups. Là, Mathieu Tkachuk, on a fait des statuts à ces joueurs physiques. On voit en saison régulière, mais peut-être un peu moins. Mais pourquoi c'est cette réalité-là? On dit que ces joueurs-là se lèvent et font la différence parce qu'on leur permet de se lever et parce qu'on n'applique pas les règles correctement. Et les bons joueurs peuvent moins s'exprimer et les joueurs qui trichent, qui sont toujours à la limite, qui sont physiques, trichant guillemets, mais qui sont toujours à la limite, qui sont plus physiques, qui accrochent, qui donnent des crochets, deviennent plus importants parce qu'on n'applique pas les règles, mon cher. C'est aussi simple que ça. Elle est là, la réalité. C'est qu'on crée ça en n'appliquant pas les règles de la même façon qu'en saison régulière. Oui, l'intensité augmente. Lui, les joueurs acceptent plus de coups. Et c'est cette culture qu'il faudra une fois changer. Puis dire, la règle au football américain, au basket, au baseball, les grands sports ici nord-américains, au foot aussi, au soccer en Europe, la règle, c'est la règle. Pourquoi au hockey sur glace, on a cette culture, c'est une discussion que j'ai eue hier avec un copain, pourquoi cette culture, pourquoi on accepte, on trouve normal d'être plus permissif en play-off. Ah, j'ai les play-offs, il faut laisser plus aller, c'est plus physique. Mais pourquoi? C'est les mêmes règles, hein? Est-ce que le livre de règlement a changé? On le voit aussi en Suisse, mais un peu moins quand même. L'explication que tu nous donnes là, le joueur que dont tu nous as fait le portrait, le nom qui me vient en tête, c'est Pat Maroon. Hein. 4 finales de la Coupe Stanley consécutives, 3 bagues de la Coupe Stanley. Et il est vu comme un dieu partout où il passe en play-off. Alors qu'en saison régulière, c'est un joueur de 3e, 4e trio. Et on le dit que c'est un joueur de play-off. Mais quand on le regarde jouer justement en play-off, c'est un joueur, par exemple, première ronde contre Toronto, évidemment, le Lightning a perdu, mais ça jouait très, très dur contre Luke Schenn en particulier. C'est le genre de joueur, justement, qui amène ce fameux papier sablé qu'on glorifie en play-off. Mais si on appliquait les mêmes règles qu'en saison régulière, je ne suis pas certain qu'il y aurait exactement le même succès en play-off. C'est exactement ça. Et ça, il faudra. Mais cette modalité-là, je peux te dire qu'elle sera dure à changer. Hein? Moi, je regarde, encore une fois, je reviens à la finale junior major du Québec, le nombre de cross-checks et de coups de crosse qu'on donne à la hauteur des mains. En saison régulière, Joe, tu suis les matchs de NHL, en Amérique, on est hyper sévère. Dès qu'on touche, jusqu'à une main à la hauteur, un petit flashing à la hauteur des mains, c'est automatique. Les cross-checks, qu'est-ce qu'on a dit? En Suisse, on l'a appliqué aussi cette année. On va être plus dur. On accepte les box-out, mais les cross-checks, on donne. Ces 2 règles-là ont été complètement oubliées. Oubliées, c'est terminé. Les obstructions, les cross-checks devant le but, tout ce que tu veux, ça a été oublié. Maintenant, c'est le bon vieux livre des règlements. Là. On a arraché la moitié des pages, puis go. Puis les arbitres font juste de la gestion, en prennent une de temps en temps, ne veulent pas faire la différence, c'est rien dans les fins de période, etc., etc. Ça fait qu'on a du hockey comme on en playoff. Et les gens apprécient ça. Et je pense que pour les joueurs de talent, pour la qualité du spectacle, on a décidé d'appliquer les règles plus strictement il y a plusieurs années pour donner du spectacle, pour permettre que les bons joueurs s'expriment, qu'on ait du talent sur la glace, qu'on voit des trucs wow. Puis en play-off, tout à coup, on dit non, ça c'est plus valable. On veut des gars qui ont de la grit, on veut des escarmouches après le coup de sifflet, on veut des joueurs qui complètent la mise en échec, pourquoi? On veut plus le même spectacle en play-off? C'est bizarre. Ouais, c'est vrai, tu parles des coups de canne. Moi, ça me fait toujours rire en saison régulière. Là, quand tu as le coup de canne à une main, là, tout près de la canne ou des mains de l'adversaire. Puis c'est une pénalité automatique, alors que pourtant, il n'y avait rien d'un coup de canne, à mon avis. On est hyper sévère sur ce genre de truc. Et c'est vrai qu'en play-off, les coups de canne à 2 mains, on en voit plusieurs. À la Marco Morer, on va dire comme ça. Là. C'est de la petite bière. Ce genre de coup-là, on le voit énormément en play-off en NHL. Bon, écoute, tu nous parles de cet élément-là. Et ça va faire la transition aussi pour les Maple Leafs de Toronto, qui se sont inclinés en 5 matchs contre les Panthers de la Floride. Est-ce que tu vois peut-être une explication dans l'absence de productivité des vedettes des Maple Leafs contre une équipe justement qui avait sorti, à l'image de Matthew Tkachuk, qui avait joué dans la tête des Bruins en première ronde? Est-ce que tu penses que ça a joué dans la tête des Maple Leafs également en deuxième ronde? Clairement.
Et moi, là, ici, c'est le drame. Bon, ici, au Canada, à Toronto spécialement, sur les réseaux de sport, surtout anglophones, là, à TSN, Sportsnet, les journaux à Toronto, les joueurs sont crucifiés sur la place publique. C'est épouvantable. Toronto, c'est un bon marché pour jouer au hockey quand ça va bien, quand ça va mal. C'est comme Montréal. Là, il y a énormément de pression. Et là, Marner, qui a quand même fait sa part de points, hein, qui a quand même 2 points par match. Matthews a son point par match. Tavares, OK, on le voit un petit peu moins. Morgan Riley, à défense, a connu des saisons, des playoffs extraordinaires. Les bons joueurs ont quand même été si mauvais que ça, mais on aurait voulu qu'ils fassent 2 points par match, qu'ils fassent la différence. Ces joueurs-là sont surveillés. Et je reviens à l'équipe des Maple Leafs de Toronto. Et probablement, c'est ce que j'ai entendu, et je partage assez cet avis-là, c'est une équipe qui est construite pour la saison régulière, pour la façon dont on applique les règles en saison régulière. Et quand on arrive en play-off, moi, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est des chokers, c'est des gars qui ne sont pas capables de jouer sous pression en play-off, parce que ça reste des excellents joueurs de hockey. Ils ont quand même tout donné, les gars. Peut-être un peu moins de réussite qu'en saison, mais quand même, ils ont fait leur part de points. C'est-à-dire qu'ils sont surveillés, mais le fait qu'on n'applique pas les règles comme en saison, ça désavantage ce genre de joueur et ça avantage des équipes comme la Floride qui sont peut-être un peu moins rapides, mais qui ont un peu plus de papier sablé, Tkachuk, les Goulas, les Barkov, etc., etc. C'est une équipe qui est plus lente, mais qui est quand même assez costaud. Et Sam Bennett, qui met donner des mauvais coups, etc. Donc, je pense que à Toronto, comme étant donné la réalité de la NHL où en play-off, on laisse beaucoup aller, je pense qu'ils devront reconstruire cette équipe-là, remodeler cette équipe-là pour qu'elle aille un peu plus loin en play-off, qu'elle ait un peu plus de papier sablé et moins de talent. Parce que cette équipe-là est superbe à suivre en saison régulière. Mais en play-off, ben, au moins, ils ont passé le premier tour. Là. Toronto, c'est comme s'ils devaient gagner la Coupe Stanley chaque année. On s'entend. Là. Au moins, ils ont réussi à passer le premier tour enfin. Et là, ils ont crevé au poteau en 5 matchs. Ils avaient perdu en 7 matchs. Bon, ils ont perdu les 3 premiers. Donc, c'était le drame déjà après 3-0. Même s'ils avaient gagné les 3 suivants puis perdu peut-être en 7 matchs, ça se fait crucifier. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on devra remodeler cette équipe-là pour aller plus loin en play-off. Peut-être sacrifier, d'ailleurs, le directeur général là, disait ce matin qu'il devrait peut-être sacrifier un des 4-5 gros contrats de l'équipe, un ou 2 joueurs de 10-11 millions de contrats, peut-être un Tavares ou quelque chose comme ça, pour aller chercher des joueurs de complément, plus de grit, plus de papier sablé pour passer pour aller un petit peu plus loin en play-off. Et surtout, peut-être aller chercher un gardien, un vrai gardien de premier plan. Et ça, c'est une réalité dans la NHL. On les cherche, les gardiens de premier plan, les gardiens qui vont t'amener à la Coupe Stanley. Beaucoup d'équipes qui sont à la recherche de ce genre de gardien. Visiblement, ce n'est pas si facile que ça à trouver. Je veux revenir sur plusieurs choses que tu as dites. Moi, évidemment, John Tavares serait le joueur le plus... Probablement qu'à Toronto, c'est le joueur dont on voudrait le plus se débarrasser parce qu'il a un très lourd contrat, mais à 34-35 ans, j'ai l'impression que beaucoup d'équipes vont être réticentes à y aller, alors que Austin Matthews, évidemment, c'est un tireur d'élite, c'est un joueur exceptionnel dans la NHL, mais je pense qu'on va devoir sacrifier peut-être Matthews au détriment de Mitch Marner, qui est un gars de la place, qui a joué une incroyable saison, qui est toujours en développement. Je pense qu'on va plus miser, personnellement, j'ai l'impression qu'on va plus miser sur Mitch Marner que sur Austin Matthews, surtout qu'il est agent libre à la fin de la prochaine saison. Donc lui, il va vouloir une augmentation de salaire. Et clairement, là, on a besoin de défenseurs pour soutenir Morgan Riley. On a besoin d'un gardien numéro 1, on a besoin de grit, on a besoin de two-way player. Moi, j'ai adoré l'ajout de Ryan O'Reilly. On doit re-signer Ryan O'Reilly du côté de Toronto, surtout que c'est un gars de la place qui veut être à Toronto. Donc, ça sera important pour les Maple Leafs d'aller chercher ce genre de joueurs qui ont l'expérience d'une Coupe Stanley aussi. Il y en a très peu à Toronto, des joueurs qui avaient gagné la Coupe Stanley. Ryan O'Reilly en est un. Jake Muzzin, défenseur, qui était blessé, mais en est un autre. Mais il y a très, très peu de joueurs, parce que Tavares n'a jamais gagné une coupe avec les Islanders. Beaucoup de jeunes joueurs qui ont grandi dans l'organisation des Maple Leafs n'ont jamais gagné de titre non plus. Donc ça va être un gros été à voir. Est-ce que Kyle Dubas, le directeur général, sera de retour ou non? Ça aussi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à réfléchir du côté des Maple Leafs de Toronto. Moi, ce que j'ai pas aimé, Steph, parce que tu l'as dit, à 0-3, même à 0-2 dans la série pour les Panthers, j'ai pas aimé le body language des joueurs des Maple Leafs lorsqu'ils étaient aux entrevues. Je regardais les entrevues, je regardais le body language, le message.
on se concentrait énormément sur le fait on n'écoute pas ce qui se dit dans les médias, on lit pas ce qui se dit dans les médias, les partisans. Alors, je trouve qu'on a beaucoup focalisé sur la pression qu'on avait au lieu de focaliser sur l'adversaire. Et ça, j'ai un peu moins apprécié. J'ai l'impression que cette équipe-là est tellement habituée de perdre qu'à 2-0, on avait déjà baissé les bras. J'ai eu ce feeling-là, ce mauvais feeling-là. Et dès que les Panthers ont pris l'avance 2-0 dans la série, je me suis dit, oh, on dirait déjà que c'est terminé. On dirait déjà que cette équipe-là n'est plus dedans. Et tu parlais d'une équipe avec de la grit comme les Panthers de la Floride. Tu as très bien mentionné les Radko Gudas, les Matthew Tkachuk, les Sam Bennett. Les partisans des Maple Leafs ont donné la plus grande motivation pour ce genre de joueurs-là. Parce que lorsque les Maple Leafs ont éliminé le Lightning, tout le monde autour de la patinoire, le Scotiabank Center à Toronto, chantait « We want Florida », on veut la Floride. Et ça, c'est la motivation parfaite pour le genre de joueurs que sont Matthew Tkachuk, Radko Gudas et compagnie. D'ailleurs, après l'élimination des Maple Leafs, Matthew Tkachuk était à l'entrevue sur la patinoire et c'est ce qu'il a dit. Il a dit « On n'entend plus personne chanter « We want Florida ». Et donc, c'était vraiment le coup de gueule aux partisans des Maple Leafs. C'est de bonne guerre. Mais Steph, là, les Panthers de la Floride, c'est l'équipe avec la moins bonne fiche en saison régulière qui participe aux playoffs. Ils ont éliminé coup sur coup les Bruins de Boston, les Maple Leafs de Toronto. Évidemment, c'est une équipe qui jouait en deçà de son talent et de son potentiel au long de la saison régulière. Mais moi, je fais un peu le parallèle. Je ne sais pas si le parallèle est boiteux, mais je fais un peu le parallèle avec les Blues de Saint-Louis lorsqu'ils ont remporté la Coupe Stanley il y a de cela 4-5 ans déjà. Au mois de novembre-décembre, c'était la pire équipe de la Ligue nationale de hockey. Ils étaient 31e. À ce moment-là, il y avait 31 équipes. Et tout a changé après les fêtes. Et ils ont remporté la Coupe Stanley. C'est une équipe qu'on voyait beaucoup plus haute qu'elle était lors du début de la saison, des premiers mois de la saison. Et je fais un peu le même parallèle avec les Panthers de la Floride. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une aura en ce moment qui sont menés par Matthew Tkachuk. Et c'est ce qui manquait, j'ai l'impression, ce petit grit aux Panthers de la Floride pour passer à l'étape supérieure. Et c'est cette année que ça se passe. Oui, ton parallèle est intéressant avec Saint-Louis, hein, qui arrivait de nulle part, qui avait du potentiel, mais qui ne marchait pas en saison régulière. C'est vrai qu'en Floride, cette année, ça a été des hauts, des bas, ça ne marchait pas. Finalement, on est rentré un peu par la porte d'en arrière en play-off. Et la grande surprise de l'élimination de Boston, là, c'est incroyable. Boston, vous en avez sûrement parlé le dernier overtime, mais c'est ça, c'était la grande surprise, Boston, parce qu'avec la saison qu'ils ont connue, on les voyait aller très, très loin. Tout s'est effondré pour eux. Malheureusement, pour Patrice Bergeron, c'était peut-être une fin de carrière un peu abrupte. Mais cette équipe-là est en mission, est coachée par un coach qui a énormément d'expérience aussi, Paul Maurice. Donc, puis on a finalement Bobrovski. C'est drôle parce que plus personne parle de son 10 millions par année qui est trop payé. Du coup, il fait le job et l'équipe peut aller faire un petit bout intéressant en playoff. Et cette équipe-là est en mission. Et quand une équipe comme ça élimine coup sur coup des équipes de la qualité de Boston et Toronto, attention, c'est une équipe qui va être difficile à arrêter. Et voilà. Donc, ce qu'on peut dire de toute façon, Joe, c'est que j'ai entendu ça hier, j'ai trouvé ça très bon, j'ai vu ça aussi sur les réseaux sociaux. C'est une équipe du Sud qui va gagner le championnat cette année. Oui, 4 équipes du sud des États-Unis qui sont pas certains que c'est très, très vendeur pour la Ligue nationale de hockey. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe au niveau de la télévision, les codes d'écoute, etc. On sait que le hockey se bat avec le baseball, avec les playoffs de basket, avec beaucoup de choses. Et là, honnêtement, c'est des marchés. Caroline, c'est pas un gros marché de hockey, bonne équipe, etc. Mais c'est pas un gros marché de hockey sur glace, on s'entend. La Floride, c'est une catastrophe au niveau de l'engouement. C'est tous les gens en vacances du Nord qui vont voir les matchs durant l'hiver. Des fois, on devant 5-6 000 personnes, faut le dire. Dallas, ouais, mais en playoff, c'est quand même pas un gros marché porteur de hockey sur glace, le Texas. Et puis Las Vegas aussi, c'est un marché un peu particulier. On s'entend, c'est spectacle, voilà, ça fait partie des spectacles qu'on peut aller voir à Vegas. Il n'y a pas un énorme engouement. Franchement, au niveau de la NHL, ça sera pas le pied là pour la publicité. Aucune équipe canadienne, aucune équipe du nord des États-Unis. Quand on dit que hier avant le match, j'ai suivi le match hier soir entre Seattle et puis Vegas. Puis Dallas, pardon. Puis on disait que Seattle était peut-être la seule équipe à pouvoir sauver l'honneur du nord du continent nord-américain.
Hey, Seattle, nom de bleu. Donc, ça fait mal. Honnêtement, ça fait mal. Et bon, ça va être bon pour le hockey junior au Canada. Les gens suivent encore plus le hockey junior au Canada, je dirais, parce qu'il ne reste que ça. Mais c'est vrai que ça va pas être jojo là, pour les codes d'écoute et pour les revenus publicitaires de la NHL. En même temps, il y a beaucoup de joueurs qui aiment choisir le sud des États-Unis parce que dans certains États, on paye moins d'impôts. Ah, pour le style de C'est vie. plus Oui, agréable oui, niveau température. Donc, il y a des gros joueurs qui signent de plus en plus dans le sud des États-Unis. oui, Je pense que l'équipe la plus oui. porteuse, c'est Vegas parce que lorsqu'ils sont rentrés dans la Ligue nationale, ils ont tellement eu une belle histoire la première année que beaucoup de personnes en Amérique du Nord se sont un peu associées à cette belle histoire des Golden Oui. Knights. Quoi qu'ils ont été un peu pointés du doigt par la façon dont ils traitaient certains gros éléments de leur équipe. Ils ne se gênaient pas à les donner pour rien aux autres équipes et à faire beaucoup de mouvements de personnel. Ça a été un peu mal vu à travers la Ligue nationale de hockey, mais reste que cette franchise-là est peut-être celle qui va le plus attirer. Mais encore là, si on prend tout l'est du Canada et le nord-est des États-Unis, comme les matchs sont très tard le soir, j'ai bien l'impression que ce ne sera pas nécessairement la série la plus suivie, celle de Dallas contre Vegas, malheureusement, parce que je Non. pense qu'il va y avoir de l'excellent hockey dans cette série-là. Je pense que c'est la meilleure des deux séries, celle de Dallas et Vegas. On y reviendra un petit peu plus tard, juste avant de quitter Ouais. l'Est. On joue quand même au pronostic. Évidemment, nous, on fait une présentation des séries sur notre site Internet qui est à lire avant chaque nouvelle ronde. On a également les pronostics de Pascal Eberhardt qui commentera en partie la finale avec moi. Évidemment, mes pronostics à moi, les pronos de Danny Gélina et de Laurent Meunier qui seront au co-commentaire de cette finale. Mais je veux quand même ton pronostic entre la Floride et les Hurricanes à Caroline. Moi, personnellement, j'ai pris la Floride, mais je crois qu'on est 2-2 là, dans cette série-là. Il y a deux de nos experts qui voyaient les Panthers passer, deux autres qui voyaient la Caroline passer. C'est à toi de trancher, Steph. Écoute, ça va jouer sur des détails, Joe. Je peux te dire ça. Est-ce que ça... le grand classique. Moi, je vais y aller pour la Floride. Je pense que Caroline est un petit peu meilleure. Puis j'ai une équipe que j'apprécie peut-être un petit peu plus que celle de la Floride. Mais je pense que la Floride est en mission, va être difficile à arrêter. On va dire la Floride, longue série, 6 ou 7 matchs. Ben écoute, tu vas exactement dans le même sens que moi. Moi aussi, j'ai mis la Floride en 6 parce que je pense que s'il retourne du côté de la Caroline, ça pourrait être un peu plus compliqué. Donc en 7 matchs, ça pourrait peut-être être à l'avantage des Hurricanes. Mais moi aussi, je pense que en ce moment, il y a une équipe qui est en mission. Ce sont les Panthers de la Floride. Ils veulent aller chercher une deuxième finale dans leur histoire, eux qui n'ont jamais remporté de titre jusqu'ici depuis leur entrée dans la Ligue nationale de hockey. Donc, ouais, j'aime quand même le style de jeu qu'on a depuis le début des playoffs, qui est très hargneux, qui n'abandonne jamais, qui est quand même très dynamique à l'image des Panthers des dernières années. Donc, à voir. Mais évidemment, Matthew Tkachuk, Sergei Bobrovsky qu'on retrouve également, il y a des éléments qui se lèvent dans ces playoffs-là et qui Montour pourraient... aussi en défense. Ouais. Montour en défense est très, très bon aussi. Là. Il est très surprenant dans cette série-là. Ouais, et on parle pas beaucoup d'Aaron Ekblad parce qu'il n'a pas beaucoup de statistiques offensives. Il a un seul but. Mais quel défenseur important aussi pour cette équipe-là. C'est le pilier défensif des Panthers. Steph, on va maintenant parler de la finale de l'Ouest entre les Golden Knights de Vegas et les Stars de Dallas. On vient d'en parler, peut-être la plus belle série de ces demi-finales. Et pourquoi je dis ça, c'est que ce sont deux équipes, probablement deux des meilleures équipes de l'Ouest. On aurait pu ajouter dans ces meilleures équipes, l'Avalanche du Colorado, mais avec le nombre de blessés qu'ils avaient, je pense qu'en fin de saison et dans ces playoffs, les deux meilleures équipes de l'Ouest, c'était les Golden Knights de Vegas et les Stars de Dallas. Ce sont les deux équipes qu'on retrouve en finale de l'Ouest. On va se concentrer tout d'abord sur les Golden Knights qui ont battu les Oilers d'Edmonton. Et Steph, je veux quand même t'entendre là-dessus parce que les Golden Knights ont joué une très bonne série pour faire taire vraiment Leon Draisaitl qui avait été celui qui avait propulsé les Oilers en deuxième ronde. On a réussi à gagner le premier match malgré 4 buts de Leon Draisaitl. Et ensuite, Draisaitl a été limité à 3 points en 5 matchs lors de la fin de cette série-là. C'est un sacré bon travail et ça montre aussi la profondeur des Golden Knights de Vegas. Ouais, Marchessault aussi. Jonathan Marchessault, qui est un joueur québécois là, que je connais un peu puis qui a été bon, qui a marqué des buts au bon moment, qui s'est levé au bon moment.
Eichel aussi. Donc, du côté de Vegas, c'est une équipe qui paye pas de mine comme ça, mais franchement, elle a été solide, elle a fait face à la musique. Pietrangelo, malgré son mauvais coup, quand même un bon joueur de hockey. Il y a des joueurs qui ont marqué des gros buts. Et on a contenu, tu l'as dit, on a contenu Draisaitl. Et puis, McDavid, dans une certaine mesure, les gars ont quand même 18 et 20 points. Là. McDavid, une saison record. Mais le problème, si tu veux battre Edmonton, c'est clair que tu dois conquérir ces deux joueurs-là. Parce que tu sais, le problème d'Edmonton, c'est qu'Edmonton, la production des lignes 3 et 4, bon, il faut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de temps de glace parce que Draisaitl et McDavid, là, c'est quasiment du 25 minutes par match, en tout cas largement plus de 20 minutes par match. Et donc, il ne reste pas beaucoup de temps de glace pour les autres. Donc, une statistique aux nouvelles ce matin, au déjeuner, j'écoutais les nouvelles sportives comme tous les matins. Et puis, les troisième, quatrième blocs d'Edmonton ont marqué 9 buts sur les 44. Donc, moins de 20 à peu près 20 de la production offensive vient du bottom six, troisième, quatrième ligne. C'est largement insuffisant si tu veux aller plus loin en playoff. Edmonton a un peu le même problème que Toronto. Problème dans le but. Stuart Skinner, c'est un jeune gardien là, qui n'avait pas encore les épaules pour affronter ça. Jack Campbell, à qui on avait donné le poste de gardien numéro 1, lui accordé un gros contrat, n'a pas fait le job non plus. Donc Edmonton, c'est encore une fois les vieux démons qui sont venus les hanter. Tu as deux super joueurs. Et puis, finalement, la profondeur, etc. Il y a un Evan Bouchard en défense qui a été très, très, très bon. Vraiment sorti du lot, très jeune défenseur, etc. Mais encore une fois, on a des excellents joueurs. Puis le reste, la grit, le joueur de profondeur, etc., c'est largement insuffisant du côté d'Edmonton. Donc, avec une équipe bien organisée, avec de la profondeur, 3-4 lignes assez intéressantes, ben, Vegas a réussi avec sa profondeur, avec sa structure d'équipe, à vaincre les talentueux Oilers d'Edmonton, où, on le sait, ben, tout est concentré sur les meilleurs joueurs. Puis on voit que si tu n'as pas un gardien qui arrête les rondelles, qui fait des miracles devant la cage, et puis que tu as juste du super talent à l'attaque, ben, tu n'y arrives pas dans ce style d'NHL où on laisse aussi beaucoup passer. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc, les Oilers d'Edmonton devront aussi repenser leur équipe s'ils veulent aller plus loin. Il y avait un argument intéressant. Je fais une parenthèse sur Oilers d'Edmonton parce qu'on en a beaucoup parlé. Il disait que les équipes comme Toronto et Edmonton qui ont donné beaucoup, beaucoup d'argent à leurs superstars, qui ont investi probablement la moitié de leur masse salariale sur quelques bons joueurs, 3, 4, 5 bons joueurs, se sont fait prendre par le fait qu'ils avaient misé, ils avaient donné des contrats à long terme, des gros contrats à long terme à certains joueurs, en misant sur le fait que le plafond salarial allait augmenter beaucoup les prochaines années, depuis quelques années, alors qu'il n'a pas beaucoup augmenté. Donc, ces équipes-là ont eu beaucoup moins de marge de manœuvre pour aller chercher ces fameux joueurs de profondeur, de troisième, quatrième ligne dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ils ont été un peu coincés par ça. Et c'est des équipes qui devraient être remodelées si elles veulent aller plus loin dans les playoffs, clairement. Mais moi, je dis une chose quand même. J'aime bien Vegas, etc. Ce qu'ils ont fait, c'est intéressant. Mais la Ligue nationale va se passer dans les playoffs de ses meilleurs joueurs, des joueurs flamboyants, des joueurs spectaculaires comme McDavid et Draisaitl encore cette année, avec Marner, Matthews cette année, qui ne seront pas là dans le money time, dans le carré d'as, comme on va dire. Et je pense que la Ligue nationale doit repenser aussi son modèle au niveau des règles pour que ces équipes talentueuses, ces joueurs-là réussissent à s'exprimer aussi bien en play-off qu'en saison régulière, parce qu'on s'en va dans le mur pour moi. C'est un non-sens. Ça va dans le sens que je disais tout à l'heure, parce que ces joueurs-là, si vous regardez un match des Oilers, moi, je regarde le hockey, là, évidemment, le soir, je zappe sur les matchs, je regarde des bouts de match, parce qu'il y en a deux, trois par soir, des fois. Il y en avait 2-3 par soir. Et moi, honnêtement, je préférais regarder Edmonton que regarder Dallas contre Seattle. Je suis désolé, mais je veux dire, juste McDavid et Draisaitl, c'est Evan Bouchard en défense, c'est un spectacle. Je veux dire, même si Toronto a perdu, je préférais regarder Toronto que les Panthers de la Floride. Donc, voilà, ça, c'est mon avis à moi. Et je trouve que là, on manque un peu. Même si je veux rien enlever à Vegas, c'est une équipe qui est peut-être moins intéressante à regarder à les Wheat, à les Stone, à les Eichel, Marchessault, etc. Mais ils n'ont pas de super vedettes comme d'autres équipes. Et je pense que là, c'est un petit peu dommage.
Je me suis éloigné un peu de ta question, Non, Joe. non, mais... J'ai fait une réponse de politicien. Non, mais je trouve intéressant parce que c'est vrai que c'est peut-être moins une bonne publicité pour la Ligue nationale de hockey, la ligue qui veut miser sur ses vedettes, et pas seulement lors des matchs des étoiles qui veulent rien dire, et ils veulent les avoir aussi soulever la Coupe Stanley. Par exemple, les Sidney Crosby, les Steven Stamkos et Alex Ovechkin qu'on a vu remporter des Coupes Stanley, qu'on a vu dominer leur époque, Patrick Kane, Jonathan Toews, les Drew Doughty, exactement. Alors que McDavid, Matthews, Marner, Draisaitl, ces premières, deuxième rondes, année après année. Et tu l'as dit, dans le cas des deux clubs, il faudra remodeler un peu. Et je me pose la même question du côté des Oilers. Est-ce qu'on va abandonner justement ce concept d'y aller avec 3 grosses vedettes et le reste des joueurs average qui vont pas nécessairement te faire gagner, ou si on va en utiliser un comme grosse monnaie d'échange et essayer de bâtir une équipe avec, par exemple, Connor McDavid et Evan Bouchard et sacrifier Leon Draisaitl qui doit avoir une valeur, mais incroyable sur le marché des transactions, parce que j'ai l'impression qu'on ne se départira jamais de Connor McDavid. C'est des questions qu'on peut se poser. Connor McDavid, il est tellement spectaculaire, mais moi, je fais beaucoup de parallèles avec Alex Ovechkin quand il a gagné la Coupe Stanley. Ovechkin est un joueur hyper spectaculaire aussi, mais lorsqu'il a décidé de se sacrifier pour l'équipe, de se sacrifier pour un titre, on a vraiment vu cette équipe-là prendre un step supérieur qui les a amenés à une Coupe Stanley. J'attends encore de voir ça de Connor McDavid. C'est probablement le meilleur joueur. En fait, c'est pas probablement. C'est le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey, le meilleur joueur au monde, mais il n'est pas encore, pour moi, au niveau d'un leader et d'un gagnant comme l'ont été Sidney Crosby, Alex Ovechkin. Il n'a pas encore compris tout ce qu'il fallait pour gagner. C'est bien beau d'avoir 20 points en 15 matchs là, de playoff, même pas. En 12 matchs de playoff, il a 20 points, c'est spectaculaire, mais sa route se termine en deuxième ronde. Donc peut-être d'être un petit peu moins spectaculaire, mais d'être un peu plus efficace au complet dans l'équipe, ça pourrait être une bonne chose. Et tu parlais au tout début du temps de glace des joueurs pour expliquer l'utilisation moindre des 3e, 4e trios des Oilers. Lorsque les matchs ont compté, là, donc lors de l'acte 5 et l'acte 6 de la série contre Vegas, Connor McDavid, 25 minutes 13 et 24 minutes de temps de glace. Leon Draisaitl, 24 minutes 30 et 24 minutes 44 de temps de glace. Donc, lorsque les matchs ont de l'enjeu, qu'on tire de l'arrière, on surutilise ces deux joueurs-là, Leon Draisaitl et Connor McDavid. Et on voit le résultat. Draisaitl, dans le dernier match, dans l'acte 6, il termine le match avec aucun point, 3 tirs au but, moins 4, 24 minutes 44 de temps de jeu. Donc, clairement, on a surutilisé un joueur et ça a été peut-être un désavantage dans ce cas-là pour les Oilers d'Edmonton. Donc, voilà, une saison qui... Et j'ai bien aimé les propos de Draisaitl qui a dit c'est un échec cette saison-là. On rentre dans une saison, on termine dans les premiers rangs de notre division, c'est pour gagner. Si on ne gagne pas, c'est un échec. C'est vrai qu'ils doivent le prendre comme ça. On peut pas un peu comme Toronto, on ne peut pas se limiter à dire on a gagné une ronde, c'est bon les gars. Non, c'est un échec que ces deux équipes-là ne se rendent pas dans le carré d'as, ne se rendent pas jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. Et imagine le coup de pub pour la Ligue nationale de hockey si on avait eu une finale Maple Leafs de Toronto contre Oilers d'Edmonton. Ça aurait été une finale hyper spectaculaire. Tout le monde aurait été rivé devant le téléviseur. Justement pour voir les plus grandes vedettes de cette ligue s'affronter. Ça aurait été un coup de pub incroyable. Et là, c'est pas ce qu'on aura cette année. Peut-être qu'on l'aura dans les prochaines années à voir. Après, on va quand même avoir du hockey de haut niveau. Mais c'est quand même dommage, comme tu le disais, de ne pas avoir ces joueurs-là. Deuxième demi-finale, Steph, ce sera... en fait, pas deuxième demi-finale. Le deuxième quart de finale du côté de l'Ouest mettait aux prises les Stars de Dallas au Kraken de Seattle. Le Kraken qui a bien failli faire le même coup aux Stars qu'ils ont réussi à faire contre l'Avalanche du Colorado, puisqu'ils ont... pousser cette série-là jusqu'au 7e match. Finalement, victoire des Stars là, dans la nuit d'hier, 2-1 face au Kraken. Et moi, ce que j'ai aimé, Stéphane, des Stars, parce que tu as suivi le match, pour moi, ça a été le meilleur match de playoff, de ces playoffs des Stars de Dallas cette saison. Ils ont joué un solide match. Dominant. Ils ont dominé le Kraken. On a vu vraiment qui était la meilleure équipe des deux. On s'entend sur le papier Dallas et Seattle, c'est clairement Dallas.
Seattle, avec sa grit, avec des Yanni Gourde, etc., Grubauer, etc., cette équipe-là, Seattle a surpris tout le monde toute la saison par sa constance, sa régularité, les joueurs qu'on n'attendait pas qui ont performé. Mais là, sur le match d'hier soir, on a vu qui était la meilleure équipe. C'était clairement Dallas. Et Tyler Seguin, Ben ont joué des forts matchs. Ont été dominants. Oettinger a joué comme il aurait dû jouer toute la série. C'est un excellent gardien, un des meilleurs de la Ligue nationale, évidemment, mais il a été comme son équipe a eu un petit peu des hauts et des bas. Donc, Dallas a été Ince aussi. Rupe Ince a marqué un gros but. Le 1-0, ça a été 0-0 longtemps, mais Ince a vraiment été dominant dans ce match-là. Lui, durant les playoffs, il est vraiment sorti de sa coquille. On savait que c'était un gros joueur du côté de Dallas. On en parlait plus tôt durant la saison d'un overtime NHL, mais là, il est vraiment sorti de sa coquille. C'est 18 points depuis le début des playoffs, Rupe Ince. Après, il faut voir le nombre de matchs joués, évidemment. Il joue plus de matchs que les autres. Au niveau des points, il faut faire attention, mais il s'impose vraiment comme un joueur de premier plan de cette NHL. Robertson, jeune joueur, une grosse saison. On l'a un peu moins vu en playoff, moins de buts, mais a quand même fait pas mal d'assists. Donc, cette équipe-là aussi, Dallas, elle a du talent, elle a des joueurs spectaculaires, elle a un super gardien, puis elle est construite pour les playoffs, elle a de la grit. C'est une équipe qui est costaud, qui frappe, à l'image des Jamie Benn de ce monde, etc. Pavelski qui a beaucoup d'expérience. Que dire aussi de Scannon en défense? Scannon a reçu un puck là, au visage, a joué avec un full face, une visière complète. Ce gars-là prend des grosses minutes, entre 25 et 30. Il fait le rôle un petit peu de Romagnosi à Nashville. Hein? Des grosses minutes, c'est un général à la défense, du temps de possession, etc. Tout le monde fait l'éloge de Scannon, qui est vraiment un joueur de premier plan, un défenseur de premier plan, top 5, probablement top 5 ou top 10 des défenseurs de la NHL, qui connaît des gros playoffs. Et cette équipe-là va être à prendre au sérieux, Dallas, honnêtement. Là, ils ont tout ce qu'il faut pour y arriver, entre l'expérience, la grit, le talent, le gardien. Hier, on parlait des statistiques à la veille du 7e match, avant le match, et on parlait des statistiques du coach DeBoer. Lui, dans un 7e match de playoff, avant le match d'hier, il était 6 victoires, aucune défaite. Donc, ça fait 7-0 avec le match d'hier. Et Joe Pavelski était le joueur qui avait joué, un des joueurs qui a joué le plus de 7e match en NHL. Je ne sais pas dans l'histoire de la NHL ou des joueurs actuels, je ne me souviens plus exactement. C'était son 10e, 7e match, je pense, de playoff en carrière. Donc, il y avait de l'expérience là. On pouvait faire face à la musique en plus. Là, c'était à la maison. Et honnêtement, le score n'indique pas l'allure de la rencontre parce que Dallas a été de loin la meilleure équipe. Même si Seattle a failli revenir, parce que je ne sais pas si tu as vu la dernière séquence quand ils ont sorti le gardien à 2-1 à la fin. Je pense que c'est Eberle qui était devant la cage. Il restait une dizaine de secondes, 10 secondes à peu près. Engagement à la droite du gardien de Dallas, d'Oettinger. Il venait de mettre le 2-1 avec moins d'une minute à faire. Et engagement, temps mort. Et gagne le face-off. Il y a un tir au but. Il y avait un joueur de Kraken qui était posté devant la cage absolument seul. Le défenseur a fait un tir-passe au deuxième poteau et le puck a sauté par-dessus sa canne. Il avait une cage ouverte. C'était un goal assuré avec moins de 10 secondes à jouer. Le puck saute par-dessus la canne. Dans la glace, on a clairement vu que la glace était mauvaise. Le puck a sauté par-dessus la palette du joueur. Et finalement, on est sorti. Dallas l'a emporté parce que le Kraken était à un cheveu d'égaliser 2-2 et de forcer la prolongation. Ce qui aurait été cruel, je pense, pour Dallas, étant donné la domination et la qualité du match qu'ils ont joué. Oui, mais quelle saison du Kraken. Pour être exact, Rupe Ince, c'est 19 points en 13 matchs après les 2 premières rondes donc de playoff. C'est 1 point de moins que Connor McDavid avec un match de plus de disputé. Pour moi, Rupe Ince, probablement le MVP du côté de l'Ouest après 2 rondes. Et du côté de l'Est, je mettrais peut-être Matthew Tkachuk là, comme MVP dans l'Est pour tout ce qu'il a apporté à son équipe, l'énergie, l'attitude, l'identité qu'il a amené dans ces 2 premières rondes de playoff. Tu as parlé de Joe Pavelski également, un joueur qui a joué presque toute sa carrière du côté de San Jose, qui a été échangé il y a quelques années du côté, ou qui avait signé comme agent libre du côté de Dallas. Lui, il avait été blessé lors du premier match contre le Wild du Minnesota en première ronde. Il est revenu pour cette série contre le Kraken.
Et il a marqué 8 buts en 7 matchs dans cette série. C'est exactement le genre de joueur, quand on parle d'un effectif bien balancé entre l'expérience, les vétérans et les jeunes joueurs prometteurs, où on parle de Rupéin, c'est quand même 26 ans Rupéin, c'est pas le plus jeune des jeunes joueurs, mais il est en ascension. Il est dans les meilleures années de sa carrière. Exactement. Et Tyler Seguin, on dirait qu'il vole sur la patinoire. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau-là, après toutes les blessures qu'il a subies. Jamie Benn, qui est toujours un joueur tellement important pour cette franchise des Stars de Dallas. Mais l'ajout de Joe Pavelski est très, très important. Il va être très important également dans la série contre les Golden Knights de Vegas. Et tu l'as dit, devant la cage, léger avantage peut-être dans la finale d'association pour les Stars avec Jake Oettinger. En fait, pas juste léger avantage, gros avantage pour les Stars, mais reste quand même qu'Oettinger va devoir être à la hauteur de son talent parce qu'en playoff, ça a été jusqu'ici un peu des montagnes russes. Il est capable du meilleur comme de matchs un peu plus compliqués. Mais bon, tu parlais également d'Ice Cannon. Moi, c'est un de mes défenseurs préférés dans la Ligue nationale. Il joue dans un marché où on le voit pas assez. Où on parle pas assez de lui. Mais clairement, comme tu l'as dit, fait partie des 10 meilleurs défenseurs de cette ligue-là. Quand on compare les deux équipes, Steph, on va se laisser là-dessus, on va mettre fin à l'émission là-dessus. Quand on compare les deux équipes, je viens de le dire, avantage du niveau des gardiens du côté des Stars, avantage défensif peut-être par la profondeur défensive des Golden Knights. Je mettrais l'avantage offensif du côté des Stars de Dallas. Mais moi, je m'attends à une très longue série entre ces deux équipes-là. Pour moi, c'est une série où tout peut jouer. Tu parlais des détails. C'est vraiment deux équipes qui ont le profil de deux équipes qui peuvent remporter la Coupe Stanley ou qui peuvent se rendre à la finale de la Coupe Stanley. Moi, j'ai de hautes attentes envers cette série-là. Est-ce que tu partages un peu la même opinion que moi? Est-ce que tu as de grosses attentes sur cette série? Oui, ça va être une bonne série. Ça va jouer physique. Hein. Ça va être tough parce que c'est deux équipes qui peuvent jouer tough. Ça va être une série dure. Ça va être une série disputée, honnêtement. Moi, je donne avantage à Dallas. Je pense que Dallas est construit pour aller très, très, très loin. Je pense qu'ils sont meilleurs dans le but que Vegas. Moi, je donne avantage à Dallas, parce que Dallas, je ne leur vois pas vraiment de faiblesse, honnêtement. Ils sont vraiment construits là, sont en mission aussi. Et le fait qu'ils sont allés au 7e match contre les Kraken, c'était un avertissement sans frais, on va dire comme ça. Et puis, je pense qu'ils vont aller jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Moi, je pense que Dallas même pourrait remporter la Coupe Stanley. C'est mon feeling à moi, de loin, de l'extérieur comme ça. Mais juste une petite parenthèse. On disait qu'ensuite, pas mal l'année du HC Bienne, tu sais que dans cette série-là, entre Dallas et c'était deux anciens du HC Bienne. Ça a coupé un peu. Tyler Seguin d'un côté. Il y a deux anciens du HC Bienne? Oui, c'est l'année du HC Bienne parce qu'en demi-finale de la Coupe Stanley, dans la série entre Dallas et Vegas, il y a deux anciens du HC Bienne. Tyler Seguin d'un côté et Bruce Cassidy, le coach du côté de Vegas. Les gars qui ont tout appris du côté du Ceylan, mon cher Jonathan. Si tu n'étais pas au courant, je te l'apprends. On peut faire on peut faire des belles associations comme ça, ouais. L'année du HC Bienne. Donc, à voir si ce sera un titre pour ces anciens joueurs biennois, parce que, bon, ça n'a pas fini comme prévu du côté de la Suisse. Mais, donc, deux anciens qui ont bien connu le championnat suisse, Tyler Seguin. D'ailleurs, que toi aussi, tu as bien connu sur la patinoire. Tu arbitrais encore à cette époque. Et Bruce Cassidy. Steph, moi, je partage ton avis. Écoute, moi, j'avais déjà mis au début des playoffs, donc au tout début, j'avais dit que les Stars de Dallas, c'était pour moi l'équipe qui allait remporter la Coupe Stanley. Je vais rester avec ce pronostic. Je pense que ce sera une longue série, mais que les Stars l'emporteront. Je trouve pas de défaut à cette équipe-là. Je trouve qu'il manque un peu de constance en play-off, honnêtement. Je m'attendais peut-être à ce que ça soit plus facile, mais l'histoire nous montre que quand c'est trop facile, souvent tu frappes un mur. Tu as besoin d'adversité, et comme tu l'as dit, peut-être que la série contre le Kraken aura été une espèce de wake-up call pour les Stars. Et là, de l'adversité, ils vont en avoir parce que c'est la meilleure équipe qu'ils affrontent lors de cette finale de l'Association de l'Ouest. Ça promet donc pour ces deux rondes. Stéphane, on va mettre fin à l'émission d'aujourd'hui. On va se retrouver prochainement, que ce soit avant la finale ou après la finale de NHL. On aura certainement la chance
de te réentendre dans cet Overtime NHL. Et écoute, je te souhaite la meilleure des finales de LHJMQ. Tu vas suivre tous les matchs, évidemment, de très près et on te souhaite beaucoup de plaisir. On espère pouvoir le suivre. Moi, c'est sûr et certain que j'ai accès aux matchs, donc je vais les suivre ici de la Suisse en différé, honnêtement. Je me lèverai pas la nuit pour ça, mais je vais les suivre de loin le lendemain matin. Mais écoute, et je le rappelle là, pour ceux qui ont la chance d'avoir accès à RDS, qui ont la chance d'avoir accès à ces matchs de la finale de la LHJMQ, ce sera très intéressant, un très très beau niveau de hockey. Donc, si parfois vous zappez entre les matchs de NHL ou la LHJMQ, faites-le. Les gens peuvent aller aussi sur le site de la CHL, c'est watchchl.tv. Donc, vous pouvez aller sur le site de la CHL, la Canadian Hockey League, et payer le match. C'est 5 $, même pas 5 francs. Et vous pouvez regarder les matchs, évidemment, de l'Ontario et aussi de l'Ouest canadien, évidemment, la Coupe Memorial. Là, pour les mordus de hockey, je sais qu'il y en a qui fouillent pas mal sur Internet pour voir les matchs ou voir des bouts de matchs junior, parce que y a beaucoup de gens qui m'écrivent où c'est qu'on peut voir les matchs et tout. Donc, il faut aller sur ceux qui ont accès à RDS, comme tu l'as dit, ou sur le site de la CHL pour voir payer match par match, pour avoir un abonnement là, pour les matchs qui restent à venir. En tout cas, au Canada, ça sera bien suivi parce que malheureusement, on n'a plus d'équipe canadienne en NHL en playoff, mon cher Joe. C'est comme ça, encore une fois, les Canadiens, le plus gros marché de hockey probablement au monde, en tout cas le marché le plus suivi de la NHL, le marché canadien. Il n'y a plus rien, donc on se concentre sur le hockey junior. C'est comme ça. Oui, 30 ans maintenant depuis la dernière Coupe Stanley au Canada. C'est le Canadien de Montréal en 93. Donc, ça commence à dater une Coupe Stanley du côté des équipes canadiennes. On va quand même rappeler les rendez-vous du côté de la NHL sur MySports. Évidemment, on n'a pas encore fait les annonces, mais ce sera à suivre sur nos différents réseaux sociaux. Je peux déjà vous annoncer qu'il y aura un match à heure européenne, un match commenté en français. Ce sera un affrontement, l'acte 2, dimanche soir entre les Stars de Dallas et les Golden Knights de Vegas du côté de Vegas. Donc, le match est à 21h heure suisse. Ce sera à suivre. J'y serai donc aux commentaires de cette rencontre avec le plus grand plaisir. Et je vous rappelle que toute la finale sera en intégralité sur MySports, commentée et co-commentée en français, donc en plein milieu de la nuit, mais également en rediffusion. D'ailleurs, on vous présente les matchs en rediffusion souvent le lendemain là, pendant la période de play-off. Donc, vous ne manquez rien de ces séries de la Ligue nationale de hockey. Stéphane, merci encore d'avoir été avec nous. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous dans à peu près 2 semaines pour le prochain Overtime NHL et il sera évidemment question de la grande finale de la Coupe Stanley. Bonne fin de journée. Bye bye. Bye bye.